Depuis toujours, l'homme parcourt la Terre à la recherche de lieux inexplorés pour découvrir de nouvelles espèces. Au fil des siècles, des milliers de plantes et d'animaux ont été identifiés jusque dans les territoires les plus hostiles. Mais il existe un endroit que les explorateurs n'ont fait qu'effleurer, les abysses des océans. Incapables de s'y rendre, les hommes ont longtemps imaginé qu'il y vivait des monstres marins terrifiants, faisant naître mythes et légendes. Mais y a-t-il de la vie à des milliers de mètres sous la surface, là où la lumière a disparu? Quelles créatures peuvent résister au froid et à la pression dans le noir des profondeurs? Une équipe de scientifiques s'est lancée dans un nouveau projet. Grâce à des dispositifs inédits, ils ont décidé de filmer et capturer les espèces qui survivent là où la vie semble impossible. Voici l'histoire de ces nouveaux Jules Verne qui défient les abysses, la dernière frontière de notre planète. Cette histoire commence en Australie, à une centaine de kilomètres de Sydney, plus précisément dans la ville de Wollongong. C'est ici que travaille un certain Andy Davis, le prochain scientifique à partir en mission vers les abysses. Pour le rencontrer, rendez-vous non pas dans un bureau, mais à la piscine. Andy Davis, c'est lui. Alors voilà, ça c'est le palais, 1,5 kg, et ça c'est la crosse pour taper dedans. Tiens, voilà un masque pour toi si tu veux. J'adore l'eau. Je suis du signe du poisson, un signe d'eau. Un fan de hockey sous-marin qui part explorer les grands fonds, le début de cette aventure est inattendu. Andy fait partie d'un groupe de biologistes passionnés et inventifs. Ni plongeurs, ni aventuriers, ils ont pourtant décidé de s'attaquer aux abysses. Lancé il y a une dizaine d'années, leur projet porte un nom étrange, le projet Serpent. Il réunit des scientifiques des deux hémisphères. Au sud, les universités de Wollongong et de Sydney. Et au nord, le centre océanographique de Southampton. Pour leur nouvelle mission, ils sont deux à partir. Andy Davis, côté australien, et Andrew Gates, côté anglais. Les zones qu'ils partent explorer se trouvent dans l'océan Indien et sont séparées de 8000 km. La première près de la Tanzanie, la seconde près de l'Australie. Pour les deux hommes, l'expédition commence par un long trajet en solitaire et en avion. Le voyage d'Andrew Gates vers les abysses part de Mtwara, au sud de la Tanzanie. Celui d'Andy Davis part de Barrow Island, au nord-ouest de l'Australie. Des hélicoptères attendent les deux hommes pour un vol vers le large. Andrew Gates va atterrir sur un bateau de forage, le Deep Sea Metro One. Andy Davis sur une plateforme, l'Atwood Osprey.
Des scientifiques à bord de ce genre d'embarcation, l'image a de quoi surprendre. Tout part d'un constat très simple. Atteindre ces zones reculées nécessite d'énormes moyens. Le projet Serpent s'est donc associé à des compagnies pétrolières pour que ses membres puissent accéder à leurs installations. Ici, il bénéficie d'une porte d'entrée idéale vers les abysses. La Tour d'Osprey est une véritable usine flottante. Opérée par 200 ouvriers, elle est en cours de forage d'un puits d'exploitation de gaz naturel. Elle se situe à plus de 200 km des côtes. Pour avoir le droit de venir sur cette plateforme, j'ai dû suivre une formation à la sécurité et apprendre à évacuer un hélicoptère sous l'eau. L'appareil est retourné alors que vous êtes encore attaché et vous devez vous extraire de la cabine. Ça a l'air facile dit comme ça, mais moi qui aime l'eau et qui suis pourtant habitué à retenir ma respiration, j'ai pas aimé ça du tout. Mais bon, ça fait partie de la formation pour pouvoir monter dans un hélicoptère et être déposé sur la plateforme. Pendant une semaine, les deux biologistes vont vivre en immersion totale. Même rythme de travail, même règles de vie. Ils seront traités comme n'importe quel membre d'équipage. Voilà ma couchette, très confortable, assez standard pour une plateforme. Il y a 2 personnes par chambre et c'est plutôt spacieux. Et ici, c'est la salle de bain. Le navire sur lequel Andrew Gates a embarqué sillonne l'est de l'Afrique depuis 2 ans. Sa mission est d'explorer les nouveaux gisements de gaz du secteur. L'endroit le plus sensible de l'installation, c'est ici, la zone rouge. Au-dessus se trouve le derrick et en dessous, le fond de l'océan. L'équipe a terminé le forage d'un nouveau puits depuis une semaine. D'immenses tubes métalliques sont à présent envoyés vers le fond pour former une canalisation géante à l'intérieur de laquelle le gaz sera pompé. Le fond est situé à 1800 mètres sous la surface. À la verticale du bateau, les tubes s'enfoncent dans le puits jusqu'à la poche de gaz qui se trouve à l'intérieur de la croûte terrestre. Les opérations nécessitent des interventions régulières au fond de l'eau. À ces profondeurs, la pression est extrême. Seules des machines peuvent travailler. On les appelle les ROV. Équipés d'éclairage, de caméras et de pinces, ces robots téléguidés depuis la surface sont à la fois les yeux et les mains des pétroliers au fond de l'océan. Chaque jour, sur toutes les mers du globe, des ROV de plateformes pétrolières sont envoyés en eau profonde. Leurs caméras embarquées forment ce qui pourrait s'apparenter à un vaste réseau de surveillance des fonds marins à l'échelle mondiale. Mettons la sonde directement sur la cage, ça me paraît bien. Les robots des plateformes sont parfaits pour observer les abysses. Les créateurs du projet Serpent ont donc eu une idée, pourquoi ne pas les utiliser pendant les heures creuses? Quelques compagnies ont donné leur accord et le tour était joué. Les chercheurs pouvaient enfin bénéficier d'un matériel de pointe pour explorer les grands fonds. Le projet a donc été baptisé Serpent, acronyme anglais qui signifie en résumé « Partenariat scientifique pour l'utilisation des ROV de l'industrie ». Ok, on commence par les lumières. C'est bon, Plus bas. ça marche.
Ok, tu es prête pour les moteurs de la cage? L'hydraulique est OK. Maintenant les pinces. C'est parti pour la plongée. Dans les cabines de pilotage, les équipes se préparent pour leur première plongée. Sur les écrans, s'affiche en direct le retour des caméras embarquées. Aux côtés des pilotes, les deux biologistes sont à la manœuvre. Les roves vont mettre environ 1 heure pour atteindre le fond. La plongée va les faire traverser toute la colonne d'eau qui change de physionomie au fur et à mesure de la descente. Dans les 200 premiers mètres, les rayons du soleil qui percent la surface rendent possible la photosynthèse et le développement du phytoplancton. À la base de la chaîne alimentaire, il est une source de nourriture pour de nombreuses espèces qui elles-mêmes en nourrissent d'autres. C'est dans cette zone que se concentre l'essentiel de la vie sous-marine. Passé 200 mètres, 99% de la lumière a disparu. La photosynthèse n'est plus possible. Plus aucune plante ne peut se développer. Nous sommes en plein milieu de la colonne d'eau. La vie se raréfie et seuls les projecteurs du ROV permettent d'attirer quelques poissons. Oh, regarde, le voilà. Il revient. À partir de 1000 mètres de profondeur, la nuit est totale et la pression 100 fois supérieure à celle de la surface. Les organes d'un être humain y seraient immédiatement broyés. Côté tanzanien, le ROV atteint le fond. La température de l'eau est de 4 degrés Celsius. L'endroit semble désert. Un peu comme un véhicule d'exploration martienne, le robot commence son survol. Pour la première fois, des lumières artificielles éclairent les lieux, plongés habituellement dans le noir. Et pour la première fois, l'homme peut y poser les yeux. Difficile d'imaginer que la vie existe dans cet environnement glacial. Et pourtant, des traces sur le sol indiquent la présence d'animaux. Au bout de quelques minutes, un premier spécimen est pris dans les projecteurs. C'est ce qu'on appelle une éponge de verre. C'est probablement les organismes les plus répandus ici. Ce qui ressemble à une plante est pourtant bien un animal primitif. Il vit fixé sur le sol. La quantité de nourriture dans les abysses est très limitée. Toute la nourriture provient de la surface et descend jusqu'ici. Des planctons principalement et d'autres petites particules. C'est donc de la surface que les organismes des abysses puisent leur nourriture. Composée de plancton mort ou de déjections d'animaux, cette pluie de particules est appelée la neige abyssale. Tu peux te rapprocher un peu? Parfait. La vie est très dispersée, mais bien présente. Au fil des minutes, défilent devant les caméras des petites méduses,
des anémones, des animaux étranges dont la plupart n'ont encore jamais été observés dans leur milieu naturel. Parfois dérangés par le rove, l'un d'entre eux tente de s'échapper, offrant au projecteur une vue de son tube digestif. Des images presque irréelles. Un ballet des profondeurs qui a donné à cet animal son surnom de danseuse espagnole. Il y a quelque chose sur la droite. Peut-être un concombre des mers. Il y a un petit animal sur son dos. Ce sont des images exceptionnelles. Regarde, c'est fantastique. Vraiment, ce sont de belles images d'une holoturie, un concombre des mers. C'est la première fois que j'en vois par ici. Morphologie, localisation, comportement. Andrew prend des notes au fur et à mesure de la plongée. Et à chacun de ses voyages dans les abysses, le scientifique tombe sur une espèce inattendue, comme ce gros crabe qu'il n'avait jamais vu. Ça, c'est une espèce que j'ai jamais vue dans ces eaux. Tu veux que je zoome? Oui, oui, aussi près que tu peux. J'ai besoin du plus d'images possible de cette espèce. Et si tu peux jouer un peu avec la lumière. Oui, voilà, on voit bien les épines comme ça. C'est vraiment une aventure. On découvre ces éponges et tous ces différents animaux dans des fonds que personne n'avait encore jamais vus. C'est vraiment fascinant d'être les premiers à voir ça. Côté australien, le rove a également atteint le fond et Andy est à pied d'œuvre. Ok, on attaque la diagonale 3 avec un cap de 22 degrés 20. Les lieux ne sont pas plus accueillants qu'au large de la Tanzanie. Ici, nous sommes à 2500 mètres de profondeur. Pourtant, là aussi, on trouve de la vie. Soudain, sur le fond, un animal mystérieux apparaît. Son nom, l'Hypnops. Et ces images sont sans doute les premières d'un spécimen vivant. Pour compenser l'obscurité des profondeurs, l'évolution a transformé ses yeux en organes plats comme une cornée, placés sur le dessus de la tête. De quoi le rendre particulièrement sensible à la lumière émise par une proie bioluminescente. Un poisson tripode. Cette silhouette unique a de quoi surprendre. Le poisson tripode est un parfait exemple de l'adaptation au grand fond. Un poisson avec des pieds. À ces profondeurs, la chasse requiert trop d'énergie. Alors plutôt que de se déplacer, les prédateurs attendent que leur proie passe à proximité. Et les pieds du tripode, des rayons allongés de ses nageoires, lui permettent de guetter, immobile, dans le courant. Les missions du projet Serpent permettent de filmer des espèces que personne n'avait encore jamais observées. Sur ces animaux, nous ne savons quasiment rien. Sous les lumières des roves, les abysses offrent le spectacle d'une autre planète, où tout reste encore à découvrir.
Dans la cabine du Deep Sea Metro One, la plongée se termine. C'est la 4e mission d'Andrew à bord de ce bateau. Et avec lui, les pilotes apprennent un nouveau métier. Explorateur. Cet environnement, pour nous, c'est notre quotidien. Alors avoir quelqu'un qui connaît toutes ces espèces, ça nous change des plongées habituelles, où on ne regarde que des équipements industriels. C'est vraiment intéressant. Regarde, on dirait qu'il a des cornes ou des poils. C'est un punk. Sur le bateau, le lieu clé pour tout l'équipage, c'est le restaurant. Le patron, c'est lui, un chef cuisinier sud-africain que tout le monde appelle le boss. Ici, on sert 200 repas par service et il y a 4 services. Ça fait environ 800 repas par jour. On a un système où il n'y a pas de portions. Donc si tu veux 10 morceaux de poulet, et si tu es capable de les manger, t'en auras 10. Quand on bosse sur une plateforme pétrolière, c'est 12 à 14 heures de boulot par jour, c'est difficile. Donc quand ils viennent manger, ils ne doivent pas se sentir restreints, ils doivent manger autant qu'ils veulent et apprécier. L'équipage est cosmopolite. Il y a peu d'endroits où autant de nationalités vivent ensemble. Ici, au total, plus de 60 pays sont représentés. I come from Philippines and working here as a doctor. I come from Aberdeen, up in Scotland. I am a well engineer graduate. I'm from Libya. I'm from Brazil. I'm from Tanzania. I'm from Manila, Philippines, and I'm their big administrator. Côté australien, Andy profite de son séjour dans ce lieu à part, très éloigné de son quotidien à l'université. J'adore être ici. Je regarde autour de moi et il n'y a que l'océan. C'est fantastique. Je me sens vraiment bien accueilli ici. Cette plateforme, c'est avant tout un lieu de travail, dessiné, pensé pour trouver du gaz. Ça n'a pas été fait à la base pour la science. Alors être ici, avoir l'opportunité de plonger, de collecter ces données, c'est juste une mine d'or. C'est merveilleux. Des deux côtés de l'océan Indien, les plongées s'enchaînent pendant 3 jours. Dès qu'un ROV n'est plus utilisé pour les opérations de forage, il est envoyé au fond pour les missions du projet Serpent. À chaque descente, les scientifiques et les pilotes font parcourir au robot un trajet différent et notent la moindre espèce vivante qu'ils croisent. La technique d'observation est efficace, mais elle a ses limites. Les secteurs sont très étendus et le ROV est un intrus pour certaines créatures. Toutes ne se laissent pas filmer par les caméras. Pour la deuxième partie de leur mission, les 2 chercheurs vont donc essayer de les appâter. Ils sont montés à bord avec 2 nouveaux dispositifs inventés par les équipes du projet Serpent. Côté Tanzanie, il s'agit d'un système automatique de photographie capable de résister aux grandes profondeurs. L'appareil photo est ici. Il va dans un caisson en titane qui peut résister à la pression jusqu'à 3000 mètres de profondeur.
Là, c'est le flash. Et le tout va être monté sur un châssis qui sera descendu par le ROV. L'appareil photo sera programmé pour prendre une image toutes les 2 minutes pendant 48 heures. Le principe est de placer un appât devant l'appareil photo pour attirer les plus grosses créatures du secteur. Généralement, ce sont des charognards, habitués à se nourrir de tout ce qu'ils trouvent au fond de l'océan. Et maintenant, tout est prêt pour l'expérience. Côté australien, Andy va lui tenter de capturer des spécimens. Les ingénieurs de l'équipe ont développé un piège unique au monde. Il utilise comme appât la lumière. On appelle ça un light trap, un piège lumineux. Les espèces pénètrent par des petites ouvertures situées sur le côté. Une fois à l'intérieur, elles se retrouvent bloquées dans le compartiment du bas et ne peuvent plus s'échapper. La dépose des dispositifs au fond de l'océan est une manœuvre très délicate. C'est un peu comme piloter un vaisseau spatial, mais à distance. Vous plongez en 3 dimensions, devant, derrière, au-dessus, au-dessous. Du coup, il faut s'imaginer à l'intérieur du ROV, mentalement. Un bon pilote peut regarder plusieurs écrans à la fois et recréer une image 3D dans sa tête. Il faut savoir à tout moment à quelle distance se trouve le bras. Et depuis la cabine, c'est pas si simple. Il faut utiliser toutes les caméras pour apprécier sa position exacte dans l'espace. Ce n'est pas un jeu vidéo, on n'a qu'un seul essai. Il faut vraiment tenir compte du poids et de la force du ROV, parce que cet engin est très puissant et il faut être très subtil en l'utilisant. La coordination entre le pilote qui dirige le ROV et celui qui manipule les bras doit être parfaite pour déposer les dispositifs au bon endroit. Pour le système de prise de vue, la manœuvre s'effectue en 2 étapes. La première, lâcher le cadre sur lequel a été fixé l'appareil photo. Monique, maintenant tu peux amortir le mouvement du bras et ralentir lentement. Le pilote doit ensuite réussir à déposer l'appât juste devant l'objectif. Ok, ralentis le bras s'il te plaît. Extension maximale maintenant. Parfait. C'est pas le meilleur lancer que j'ai vu. Allez, tu dois étirer le bras un peu plus. Ok, c'est bon, on y est. Ok, vas-y, sur la gauche. Ok, c'est parfait. Pour les light traps, l'opération est tout aussi complexe. À l'approche du fond, la tension est palpable dans la cabine. Il faut trouver l'emplacement idéal, la disposition parfaite. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le piège s'est renversé. Il faut refaire la manœuvre pour le récupérer.
Au deuxième essai, le piège est redressé. Les deux manœuvres sont un succès. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que les pièges fonctionnent. À bord, Andrew et Andy profitent de ce moment d'attente pour présenter leur mission à l'équipage. Les océans représentent 70% de la planète et leur profondeur moyenne est d'environ 4500 mètres. Ça fait donc une sacrée étendue dont on ne sait toujours pas grand-chose. Et voici comment on collecte des échantillons de sédiments au fond. On utilise le bras du ROV pour enfoncer ces tubes dans la boue autour du puits. On peut ainsi évaluer l'impact du forage sur l'écosystème. Après sa présentation, Andrew retrouve Josiah Moirana, le conseiller pour l'environnement de la société britannique BG qui opère le bateau. Cette espèce-là, c'est une de mes préférées. Andrew et Josiah ont conçu un nouveau programme d'études, cette fois pour la compagnie de forage. Une sorte d'échange de bons procédés. Les chercheurs utilisent le matériel pour leurs explorations et apportent aussi leur expertise à la compagnie. Ils ont inventé un système pour faire des prélèvements autour du puits et analyser l'impact des opérations sur les fonds sous-marins. Ça y est, tu l'as rempli? Ok, parfait. Pour limiter vos impacts négatifs sur l'environnement, vous devez d'abord mieux connaître quels sont les impacts susceptibles d'être causés par les forages. Et ça, c'est une chose que le projet Serpent sait faire. Encore un peu. Voilà, c'est parfait. On ne fait pas ça pour prouver à qui que ce soit que BG n'a aucun impact sur l'environnement. On considère ça comme un engagement. Les compagnies pétrolières ou gazières sont loin d'être les mieux placées pour promouvoir l'étude des fonds sous-marins. Et celles qui accueillent les scientifiques du projet Serpent tentent peut-être simplement d'améliorer leur image. Mais quelle que soit leur motivation, ce partenariat entre science et industrie offre des perspectives inégalables dans l'exploration des abysses. Alors qu'au fond de l'eau, les deux dispositifs d'appât sont toujours en place, à la surface, la vie continue. Un balai de travailleurs et de matériel rythme l'organisation des lieux. Comme chaque semaine, l'hélicoptère atterrit pour déposer de nouveaux arrivants et ramener ceux qui partent en période de repos. Je viens de finir mes 20 jours de boulot et je rentre à la maison pour voir ma famille. Et je serai de retour dans 20 jours. De jour comme de nuit, les opérations ne s'arrêtent jamais. Les occupants vivent en autarcie totale. Les lieux sont à la fois usines, hôtels, restaurants et centres de loisirs. Et le soir, ceux qui veulent prendre l'air n'ont que l'héliport pour se dégourdir les jambes. Qu'est-ce que vous faites? On marche? On s'aère un peu après le repas.
La nuit, la plateforme a une allure totalement différente. Toutes les lumières sont allumées et ça adoucit sa silhouette. C'est un bel endroit, un lieu magique. Le lendemain matin, le moment est enfin venu pour Andy de récupérer les pièges. Waouh, c'est incroyable, fantastique. C'est juste incroyable, c'est totalement inattendu. Il y a des tonnes de petits isopodes, des crevettes. Je ne sais même pas vraiment de quelle espèce il s'agit. Il y a aussi ces choses, ces sortes d'anguilles. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs intéressants là-dedans. Tous les membres du projet Serpent vont être comblés avec ça. Ces créatures sont minuscules, mais n'en sont pas moins de vraies énigmes. On ne sait ni de quoi elles sont composées, ni comment elles se reproduisent ou se nourrissent. Andy répertorie chaque spécimen avec précision. On mesure ces organismes, on les catalogue, on les photographie, et puis après, on les place dans des sacs en plastique pour séparer les espèces. On les met ensuite dans une chambre froide à bord, et une fois congelés, ils sont ramenés à terre, en général par hélicoptère. Après ça, on les distribue à nos différents labos, et on les envoie, s'il le faut, au muséum et aux experts. Côté tanzanien, Andrew et les pilotes s'apprêtent à récupérer le dispositif de prise de vue, resté plus de 30 heures au fond de l'océan. Ils vont savoir très vite si leur appât a fonctionné. Ok, ça s'annonce bien. Super. C'est super, tout l'appât a été mangé. J'ai hâte de voir si on a de belles images de charognards. Les clichés pris à 1800 mètres de profondeur vont être récupérés au laboratoire. Ils vont révéler quelles créatures sont venues manger l'appât. Pour l'instant, il y a juste quelques crevettes. Regardons plus loin sur les autres photos. Voilà un poisson. Après 2 petites crevettes, un poisson fait son apparition et un deuxième vient le rejoindre. Arrive ensuite un gros crabe, puis un autre. Ils ressemblent tous les deux à celui observé lors de la première plongée. L'appât apparaît comme un vrai festin pour ces espèces qui semblent se le partager volontiers. Un animal très étrange apparaît alors sur les clichés. Oh, celui-là, il en prend un gros morceau. Il a vraiment très faim. Il s'agit d'une espèce surnommée le requin fantôme. Ses ailes semblent lui permettre de voler dans les grands fonds. Il fait partie de la famille des chimères, l'un des groupes de poissons les plus anciens, dont l'apparition remonterait à 400 millions d'années. Les caractéristiques de l'animal et son adaptation aux grandes profondeurs
sont encore très méconnus. C'est un gourmand. Au bout de quelques heures, l'appât a été entièrement dévoré par les charognards. Le festin des profondeurs se termine. Fin de journée pour les deux explorateurs. Photos et vidéos sont archivées et seront traitées au retour de mission. Les plongées d'Andrew ont confirmé la présence dans cette zone de plusieurs espèces de crustacés et de crabes, de poissons ou de méduses, et ces fameuses chimères noires. Mais un poisson étonnant a aussi été détecté. Il ressemble à une espèce appelée blobfish, localisée habituellement dans le Pacifique Sud. Le trouver dans l'océan Indien est inattendu. La vidéo est envoyée en Australie, où un autre biologiste va tenter d'en savoir plus. Au Muséum de Sydney, Dave Booth, membre du projet Serpent, retrouve Mark Magruder, responsable des collections. Il conserve des milliers de créatures retrouvées échouées sur les côtes ou dans les filets de pêcheurs en eau profonde. Et Mark possède justement un spécimen de blobfish. Le voilà, Monsieur Blobby. Il y ressemble énormément, non? Où est-ce qu'il a été trouvé? Il a été attrapé entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pris dans des filets vers 1300 mètres de profondeur. Ah, la même profondeur alors, mais pas le même océan. Le poisson filmé par Andrew serait donc une autre espèce de blobfish, spécifique à l'océan Indien. Une sorte de cousin de la version australienne qui n'avait encore jamais été identifiée. On a déjà trouvé des espèces similaires, mais éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. En tant que biologiste, c'est très important de comprendre comment ces animaux se déplacent. Jusqu'à présent, seules les carcasses de poissons retrouvés morts permettaient aux experts d'étudier la vie des abysses. Le projet Serpent leur apporte un énorme afflux de données. Chaque mission, chaque image, peut les confronter à des espèces totalement inconnues. Ah ouais, des petites dents qui retiennent. On dirait un poisson qui va gober ses proies, le genre qui reste au fond de l'océan et attend qu'elles passent. L'ambition du projet n'est pas uniquement de faire progresser la connaissance des grands fonds. Danielle Scropetta est la biochimiste du groupe. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de trouver des nouvelles molécules. Elle en est convaincue. Les créatures des abysses représenteraient l'avenir de notre pharmacie. Depuis toujours, les produits naturels servent de base aux meilleurs médicaments. Aujourd'hui, 70% des produits que vous trouvez dans les pharmacies sont faits à partir de molécules naturelles. J'aime bien cette histoire par exemple. La pseudo-éphédrine provient de la plante éphédra. La médecine traditionnelle chinoise l'utilisait déjà il y a 5000 ans. Donc sachez que si vous attrapez un rhume et que vous allez acheter un médicament, vous utilisez le même remède que ce qu'on utilisait il y a 5000 ans. La chimie des organismes vivant en eau peu profonde est étudiée depuis déjà très longtemps. Celle des espèces qui vivent dans les abysses représente un domaine de recherche quasi inexploré. On a déjà découvert 30 000 espèces marines, dont seulement 400 proviennent des abysses. De ces 400, une est déjà utilisée comme base pour un médicament commercialisé. Donc c'est déjà un succès incroyable. Et c'est la preuve que les abysses ont un potentiel pour développer une nouvelle médecine. Il pourrait y avoir des organismes qui soigneraient le cancer, la malaria, Alzheimer, et d'autres maladies à venir. Le projet Serpent s'est lancé dans le prélèvement d'organismes vivants en grande profondeur. À chaque mission, Daniel demande à ses collègues de récupérer des échantillons pour analyser leur métabolisme.
Pour Andrew, l'heure est venue de la dernière plongée. Il doit remonter pour Daniel un animal unicellulaire, semblable à une éponge. Le prélèvement doit être effectué avec un maximum de précaution pour éviter d'abîmer l'échantillon. Mets-le devant la caméra. Tourne-le un peu. Voilà, c'est bon. C'est pas mal. Prélever ce type de spécimen, c'est très délicat, car la texture de l'organisme est très fragile. Flory utilise le bras en faisant très attention à la structure. Les échantillons ont l'air parfaitement intacts. On pourra les examiner au labo. C'est encore un super boulot de la part des pilotes. Le prélèvement est réussi. Il sera acheminé par avion en Australie. Dans son laboratoire, Danielle Scropeta récupère les échantillons prélevés lors des missions. Aujourd'hui, elle travaille sur une éponge retrouvée près de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi on s'intéresse à ces organismes? Pourquoi on a tant d'espoir? C'est parce qu'ils vivent dans un environnement si différent, avec une pression énorme, une température très basse, pas de lumière, peu d'oxygène. Donc ils ont des métabolismes très différents, des protéines et des enzymes qui pourraient être la base de remèdes complètement nouveaux. Danielle amène les échantillons à l'Institut Illawarra. Elle y retrouve Cara Perrault, chercheuse australienne renommée, spécialiste des médicaments anti-cancer. Je t'ai apporté des nouveaux échantillons qui viennent d'une éponge qu'on a prélevée dans les grands fonds. Tu peux les tester? Oui, bien sûr. Le composant est mis en contact avec des cellules cancéreuses. Au cours du test, si une cellule est altérée par sa présence, elle change de couleur. Si on regarde la morphologie des cellules cancéreuses, on voit qu'elles sont affectées par le composant. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Il faudra de longs mois pour analyser les effets de ce nouveau composant et savoir s'il permet de tuer des cellules cancéreuses. Mais ces premiers tests sont prometteurs. Et bientôt, peut-être, des molécules venues des profondeurs soigneront les maladies contre lesquelles l'homme n'a pas encore de solution. Au large de la Tanzanie et de l'Australie, les deux missions se terminent. Mais ce n'est que partie remise. D'autres missions attendent les membres du projet Serpent. Leur travail d'identification des espèces qui vivent dans les grands fonds ne fait que commencer. À bord du Deep Sea Metro One, l'équipage célèbre la fin des opérations. Le navire va quitter la zone pour rejoindre d'autres gisements de gaz en direction du Kenya. Au fond de l'océan, les animaux vont voir partir ces petits robots et leur lumière, venus leur tenir compagnie le temps de quelques semaines. Bientôt, la nuit va recouvrir à nouveau les abysses, et les créatures vont reprendre leur vie normale, dans le noir.